Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi mon nom c'est Ashor Manono. Aujourd'hui je vais parler avec vous de quelque chose que je pense que les gens ne parlent pas souvent assez quand ils parlent d'investissement. Surtout quand on parle d'investissement dans l'immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés, on en parle dans quelques instants. Alors avant de commencer, je vais dire d'abord que ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à ceux qui sont aux États-Unis. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Europe, si vous êtes partout dans le monde, c'est sûrement quelque chose que vous avez vécu aussi où vous habitez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux États-Unis. Je voulais être seulement plus clair avec ça. Mais avant de commencer, je vais dire d'abord un grand merci à tous ceux qui continuent à liker, tous ceux qui continuent à supporter la chaîne, tous ceux qui continuent à s'abonner. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même une grande vague des personnes qui se sont abonnées. Alors, je vais prendre un petit moment pour expliquer pourquoi j'ai décidé de créer la chaîne Son of Congo. Alors, la raison pour laquelle j'ai créé Son of Congo, c'est parce que j'ai toujours cru que pour que le continent africain puisse se développer, nous aurons besoin de la diaspora africaine. Si vous regardez tous les pays du monde qui sont en voie de développement, vous allez remarquer que c'est leur diaspora qui a permis que ces pays puissent se développer. Regardez des pays comme la Chine, regardez des pays comme l'Inde, par exemple. Vous allez voir que leur diaspora, les populations de ces pays se sont immigrées dans d'autres pays comme les États-Unis. Ils ont appris des Américains, des Européens, et ils ont pu contribuer à la construction de leur pays ou au développement de leur pays. Donc c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour aussi développer l'Afrique, que les Africains doivent commencer à considérer. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer Son of Congo, pour dire aux Africains que nous aussi, nous pouvons faire la même chose. Beaucoup d'Africains, quand vous parlez de développer l'Afrique, quand vous parlez de toutes ces choses, ils vous disent, mais oh, vous êtes là aux États-Unis, vous êtes en Europe en train de donner des leçons, vous êtes dans d'autres pays africains qui sont bien et tout ça, vous donnez des leçons aux Congolais, vous donnez des leçons aux Africains. Venez vous-même ici, rentrez au continent et on va voir comment vous allez développer le pays. Mais ça, ce n'est pas une bonne façon de raisonner, ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Tous ceux qui sont partis dans la diaspora n'auront pas nécessairement envie de rentrer dans le continent pour développer le continent. Ce n'est pas comme ça que vous devez voir les choses. Une personne, deux personnes ne vont pas développer le continent. Mais ce qui va développer le continent, c'est quelque chose que moi j'appelle le knowledge sharing, le partage des compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important que la diaspora africaine doit commencer à faire. Si la diaspora africaine commence à partager les compétences, ce qu'elle a appris ici aux États-Unis, en Europe, et partage ça avec ceux qui sont restés au pays, vous allez voir que notre continent va commencer à se développer. Ce n'est pas nécessairement que vous devez vous déplacer physiquement pour aller en Afrique, mais si vous avez cette possibilité de partager avec l'Afrique, partager ce que vous avez appris à l'école, partager ce que vous avez appris au travail, partager ce que vous avez appris en vivant seulement aux États-Unis avec ceux qui sont restés au pays. Et vous connaissez les conditions de nos universités, vous connaissez les conditions de nos écoles. L'enseignement n'est pas assez bon en Afrique. Donc, il est vraiment, vraiment important pour la diaspora africaine de pouvoir combler ce gap-là qu'il y a dans notre système éducatif en Afrique. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est dans la diaspora et que vous vous connaissez dans quelque chose, vous vous connaissez dans la pharmacie, dans la coupe et couture, vous vous connaissez dans le domaine de beauté, créez une chaîne YouTube, créez des histoires sur Facebook, créez des histoires sur Twitter, où vous êtes en train de partager ce knowledge avec ceux qui sont restés en Afrique. Vous allez voir que les expatriés le font. Et ils sont en train de rentrer en Afrique et ils sont en train de dominer les Africains dans leur propre continent. Et les Africains qui sont au pays, qui sont en Afrique, n'arrivent pas à être en compétition avec les expatriés. Ils disent que les expatriés ont des prêts à l'étranger à 2%, à 1%. Mais si on peut, nous, Africains, partager notre knowledge avec les Africains qui sont restés au pays et les dire qu'eux aussi peuvent avoir accès à ces 1% de prêts, eux aussi peuvent avoir accès à ces 2% de prêts, mais vous devez travailler entre vous. Comme eux, ils le font aussi, ils travaillent entre eux pour développer leur continent. Donc, les Africains, ça ne sert à rien d'être cachotiers. Partageons notre knowledge, partageons tout ce qu'on fait ici à la diaspora. Comme ça va aider nos frères, nos sœurs qui se retrouvent dans le continent
et peut-être ça va leur permettre d'apprendre quelque chose et de compete maintenant avec les expatriés. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé la chaîne Son of Congo. Et c'est pas pour me vanter, c'est pas pour dire que j'ai fait mieux que tout le monde. En tout cas, moi, je suis comme tout le monde ici. Je travaille, j'essaie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de grave, mais c'est seulement ce partage-là de compétences que je pense qui est vraiment très important que la diaspora doit faire pour essayer de développer le continent africain. Alors, j'ai déjà trop parlé, alors passons directement à notre sujet du jour. Et ce que j'étais en train de vous dire est que ici aux États-Unis, quand vous êtes en train de chercher à vous lancer dans l'immobilier, l'une des stratégies qui est vraiment très importante, qui est utilisée, c'est une stratégie où les gens partent dans des quartiers qui sont en voie de développement. Ici, on appelle un peu ça, ce processus, on appelle ça gentrification. Donc, vous partez dans des quartiers qui sont en voie de développement. Ce sont des quartiers qui sont traditionnellement pauvres, mais vous essayez maintenant d'investir à l'intérieur. Et parce que ce sont des quartiers pauvres, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'investissement. Ou bien ce sont des quartiers en voie de développement, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'investissement pour commencer. Et c'est là maintenant que ça représente une opportunité pour les gens comme nous, les gens qui travaillent et tout ça. Si vous décidez peut-être d'aller investir ou bien de vous acheter un building au downtown Chicago, là c'est maintenant plus cher. C'est plus cher pour vous de faire quelque chose comme ça. Et c'est la même chose, comme je disais, partout en Afrique. Si vous êtes en République démocratique du Congo et que vous voulez vous lancer dans le real estate, disons que vous avez un 20 000 balles ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas partir vous lancer à Gombe, au centre-ville, et essayer d'acheter des real estate là-bas. Mais c'est que la stratégie que vous devez utiliser, vous allez voir maintenant aux alentours du centre-ville. Et c'est là que quand vous êtes à Kinshasa, vous voyez aussi que non, à côté de Gombe, il y a des quartiers à Bandal, il y a des quartiers à Lingwala qui commencent maintenant à boomer aussi économiquement. Donc vous, quand vous avez un 20 000 balles, au lieu d'aller investir à Gombe, ce qui ne sera même pas possible pour vous, allez maintenant investir dans ces quartiers comme Bandal, Lingwala, tout ça. Vous achetez quelque chose et c'est là maintenant que vous allez commencer vos activités. Donc c'est un peu la même stratégie ici aux États-Unis. Vous allez voir que des quartiers comme le Bronx, vous allez voir des quartiers comme Harlem, vous allez voir des quartiers comme Brooklyn, des quartiers qui sont traditionnellement été connus à cause du crime, à cause de tout ce qui se fait de mal dans ces quartiers, de la drogue. Si vous allez aujourd'hui, c'est plus comme les Brooklyn d'avant. Vous allez voir que ça s'est vraiment développé. Ils ont gentrified Brooklyn. Donc c'est un peu ça la stratégie qui se fait aux États-Unis et il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ça. Et la raison pour laquelle ils se lancent dans ça, comme je disais, c'est à cause du potentiel. Le potentiel, c'est ce qu'on appelle le return on investment. Votre return on investment est plus grand quand vous essayez vous allez dans des quartiers comme les Bandal, vous allez dans des quartiers un peu à l'extérieur des downtowns, vous investissez à l'intérieur et après quand la property value, quand votre quartier va appreciate in value, va augmenter en valeur, vous allez voir que vous aurez plus d'argent que les gens qui ont investi au downtown dans des quartiers qui étaient déjà presque développés. Donc c'est un peu ça la stratégie quand vous vous lancez aux États-Unis, quand vous vous lancez dans le real estate ici aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vous parlent pas des risques qu'il y a quand vous partez investir dans ces quartiers, quand vous partez investir dans des quartiers qui sont en voie de développement. Et c'est quelque chose que j'ai pensé qui était important que je puisse partager avec vous, surtout les Africains qui essaient de se lancer dans le real estate, parce que nous sommes des étrangers, on vit ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux, il y a beaucoup de gens qui sont ça, parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'Africains aussi qui sont en train de réussir. Donc vous aussi en tant qu'Africain, quand vous êtes en train de faire des business comme ça et acheter des real estate, il faut vraiment être prudent dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et ce que j'étais en train de dire était que les gens ne parlent pas assez de la sécurité. Les gens ne parlent pas assez du risque. Quand vous êtes un bailleur et que vous avez un investissement dans un quartier comme ça, vous serez obligé d'aller dans votre maison, par exemple, pour aller récolter le loyer. Vous avez des locataires, vous serez obligé d'aller là-bas aussi pour commencer à ranger d'autres choses. Quand vous appelez, il y a quelque chose qui est cassé, vous partez là-bas, vous arrangez, vous êtes en train de couper la pelouse et tout ça. Bref, vous allez quand même passer du temps dans votre property. Et pour arriver à votre property et sortir de votre property, vous êtes en train de traverser des quartiers qui sont dangereux des fois. Même si où vous avez acheté votre maison, c'est pas un quartier ou bien c'est pas un bloc qui est dangereux, mais vous êtes quand même en train de traverser des quartiers dangereux des fois pour arriver à votre property.
Donc tout ça, c'est quelque chose qui, les gens ne vous parlent pas de ça en réalité. Mais c'est quelque chose que vous devez vraiment considérer quand vous êtes en train de penser à acheter quelque chose dans ces quartiers. Donc ça, ce sont des histoires avec quoi vous devez dealer. Et pour moi, par exemple, pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai acheté mon real estate, il y avait des clochards qui habitaient dans l'une des pièces. Et ici, la loi aux États-Unis protège beaucoup les gens qui habitent, les clochards, qui habitent dans des endroits comme ça, dans des endroits qui étaient pratiquement vacants. Ça veut dire que si un clochard, si une personne normalement aux États-Unis ici, bien au moins ici à Chicago, si une personne peut vivre dans un appartement, dans une maison, dans un endroit pendant 1 mois, 2 mois, cette personne est légalement permis de vivre dans cet endroit. C'est-à-dire que quand moi j'avais acheté mon building, il y avait des gens qui habitaient là-bas illégalement pendant plus de 3 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose que, même si je suis le propriétaire, ce n'est pas quelque chose où je peux partir et dire « sortez de mon building, je vous chasse ». Parce que la loi d'Illinois ici les protège. Donc, mais moi, thankfully, ce qui s'est passé est que quand je suis venu, je les ai parlé, ils ont accepté de sortir. Et puis, ils étaient en train de voir que, là, je les ai dit que la police allait venir. Et c'est là qu'ils ont quand même eu peur. Parce que ce qu'ils étaient en train de faire dans cet appartement, je vous dis qu'il y avait la drogue, il y avait des prostituées. Donc, il y avait all kind of things. Il fallait qu'ils sortent. Je devais nettoyer. Je devais appeler des gens pour faire le deep cleaning. C'est-à-dire qu'ils sont en train de frotter avec le bleach parce que ce que ces gens avaient fait avec l'appartement, c'était vraiment très grave. Donc, il y avait des seringues partout. Ils étaient en train de faire la coke, ils étaient en train de faire de la drogue. Il y avait des prostituées. C'était un peu comme ce qu'on appelle un brothel. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de chercher des endroits où faire des bêtises, vous partez là-bas. Donc, c'était carrément ce que cet endroit était. Et quand vous arrivez, vous êtes un investisseur, vous vous lancez dans un endroit comme ça, c'est une situation qui est vraiment très dangereuse. Donc, vous devez vraiment faire très attention parce que vous ne savez pas vraiment comment les gens qui sont à l'intérieur vont réagir. Donc, en tant qu'investisseur, faites attention à des histoires comme ça. Et même quand vous êtes en train d'aller pour récolter le loyer, il y a des gens, il y a des bailleurs qui ont des locataires qui sont un peu crazy. Donc, ça fait qu'il faut toujours être prudent, même quand vous partez parler à vos locataires, quand vous les parlez des problèmes, quand vous les parlez de toutes ces histoires, il faut toujours être prudent. Parce qu'il y a des cases ici aux États-Unis où les locataires, ou les gens du quartier, ou bien quelqu'un dans la property a attaqué la personne qui était le propriétaire du building. Donc, soyez très prudent quand vous achetez dans des maisons, dans des endroits comme ça. Soyez vraiment vigilant dans tout ce que vous êtes en train de faire, avec les gens avec qui vous êtes en train de parler. Gardez vraiment un œil sur tout. Mais ce que je voulais vraiment vous dire dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment vous devez raisonner à ce problème ici, comment vous devez penser à ce problème. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas investir dans ces quartiers. Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis qui le font. Moi-même aussi, je le fais. Donc, je ne peux pas vous dire de ne pas partir dans ces quartiers parce que c'est là vraiment que vous allez vous faire de l'argent. Ce que je suis en train de vous dire est que vous devez raisonner à tout ce que vous êtes en train de faire en termes d'investissement, en termes de business. Et ici, Son of Congo, c'est une chaîne où je parle de l'éducation, je parle de toutes ces choses. Comme je dis que c'est pour la jeunesse africaine, c'est pour un peu partager notre expérience. Et moi, ce que j'ai étudié quand j'étais encore à l'université, dans un cours de project management, la gestion des projets. Et quand vous êtes en train d'étudier la gestion des projets, vous arrivez dans une étape où vous êtes en train d'évaluer le risque. Comme je vous dis ici, vous êtes dans une situation où vous avez un risque. Et le risque est un risque sécuritaire. Donc, vous devez évaluer ce risque. En project management, maintenant, il y a quelque chose qu'on vous dit et que vous avez 3 façons vraiment globales de pouvoir traiter les risques. Une des façons de le faire, c'est de pouvoir éviter le risque. L'autre façon de le faire, c'est de pouvoir mitiguer le risque. Ça veut dire que vous allez dealer avec ce risque pour qu'il ne vous impacte pas vraiment. Et l'autre façon de le faire, c'est résoudre le risque. Donc, dans le cas d'éviter le risque, dans ce cas ici, au lieu d'investir dans ces quartiers, vous allez carrément éviter tout. Vous allez partir investir à Gombe au lieu d'aller investir à Bandal.
Et si vous vous dites par exemple que vous allez résoudre le risque, ce n'est pas quelque chose que vous allez résoudre parce que c'est un problème de crime, c'est un problème de quartier, c'est un problème de ça. Vous n'allez pas vous-même résoudre un problème de tout un quartier. Donc, il n'y a pas moyen vraiment de le faire. Donc, on tombe maintenant à la troisième étape, ce qui est mitigate le risque. Comment vous pouvez faire que le risque là qui est devant vous ne puisse pas vous impacter? Ou bien comment vous pouvez vous préparer just in case vous faites face à ce risque-là? Et ça, c'est la chose qui est la plus importante. Moi, je ne vous dis pas, comme je vous disais, de ne pas investir dans ces quartiers, mais je vous dis d'être prudent et de savoir ce que vous devez faire pour pouvoir mitiguer le risque que vous allez face. Et ici, du coup, je vais vous dire que si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes dans des pays qui sont comme aux États-Unis ici, la loi est comme la loi américaine, je vais vous dire de vous armer. Armez-vous, armez-vous, armez-vous. Si vous comptez vous lancer dans le real estate ici aux États-Unis, vous comptez vous acheter des properties aux États-Unis, vous devez avoir une arme sur vous. Armez-vous à tout moment, même quand vous partez visiter les maisons pour acheter, même quand vous allez faire... Et ça, ici, je ne parle même pas seulement aux gens qui se lancent dans le real estate en termes de business. Je dis à tout le monde qui se lance, qui est dans le boulot de dealer, qui est dans le real estate au fait, et qui est dans le boulot de dealer avec les gens. Il y a d'autres personnes, leur boulot, c'est seulement des real estate agents, où ils partent montrer les maisons. Je vous dis, armez-vous aussi. Il y a des gens qui sont dans le real estate ils ont des boulots où ils doivent partir parler dans les familles des gens, ou bien ils partent visiter des familles chez eux. Je vais vous dire aussi la même chose, armez-vous. Donc tout ce que vous allez faire où vous serez en contact avec d'autres personnes, où vous devez partir à la maison d'une autre personne, parler à une autre personne, tout ce genre de business-là, que ce soit des locataires, que ce soit... Il y a des gens même qui ont des ligablos. Si vous avez des ligablos à Kin, armez-vous. Parce que les gens qui sont à Kin, là, ils vous disent que partez investir dans les fermes, partez investir dans l'agriculture, partez investir dans l'entrepreneuriat. C'est tout ce que les gens vous disent en Afrique. Investissez dans l'entrepreneuriat, investissez dans l'agriculture, investissez dans tout ça. Mais tous ces gens ne vous parlent pas du risque sécuritaire qu'il y a une fois que vous partez investir dans ces endroits. Et que vous soyez à Kin, que vous soyez ici, que vous soyez en Europe, moi je vous dis, armez-vous. Armez-vous à Kin quand vous partez à Kassangoul ou vous partez dans vos fermes là, armez-vous. Vous ouvrez votre ligablo quelque part, armez-vous toujours. Donc restez toujours armé. Moi personnellement, je reste armé. L'investissement que j'ai, mon investissement, je fais aussi de sorte qu'il y ait la sécurité autour de tout ce qui se fait. C'est-à-dire que j'ai un œil sur mon investissement. Vous allez faire des histoires comme des caméras. Ce sont des petites histoires que vous pouvez ajouter à votre building, à votre property, qui va vous permettre de surveiller tout ce qui se fait autour de vous et ça va un peu vous permettre de mitiguer le risque là que je suis en train de vous dire. Donc ça ne veut pas dire ici que personne ne va vous attaquer, même si vous avez un flingue sur vous. Ça ne veut pas dire que personne ne va vous attaquer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous attaquer par derrière avant que vous puissiez bouger, tout ça. Mais ce que ça veut dire est que soyez préparés, soyez en high alert. Comme ça, vous aurez une possibilité de pouvoir mitiguer ce risque-là. Moi, comme je disais, personnellement, je suis toujours armé. Et même quand je sors, même quand je vais au store, même quand je vais dans un parc, non seulement je suis armé, mais j'ai aussi un gilet pare-balles sur moi. Parce que ici, c'est Chicago. Donc, j'ai un gilet pare-balles sur moi et j'ai une arme sur moi. Et ça, c'est à chaque fois que je suis dans ma property, à chaque fois que je suis en train de parler avec un locataire, à chaque fois que je me rencontre avec un contracteur, à chaque fois que je me rencontre avec un inspecteur, je suis toujours armé. Donc, armez-vous, armez-vous, armez-vous. Je vous ai toujours dit que votre plus grand investissement, l'investissement le plus grand que vous allez faire, c'est l'investissement dans vous-même, l'investissement dans votre santé, l'investissement dans votre présence. Donc, protégez-vous avant même que vous puissiez protéger votre business, parce que sans vous, votre business ne va pas aller très loin. Donc ça, c'est quelque chose qui est important que les Africains doivent connaître. Armez-vous, armez-vous, armez-vous et ne vous armez pas illégalement. Il y a des façons de faire légalement aux États-Unis. Apprenez vraiment tout ce que vous devez apprendre sur le fusil. Prenez des classes et tout ça de self-defense. Armez-vous et protégez votre investissement qui est vous-même. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et c'est tout ce que j'ai à dire.
dans l'émission d'aujourd'hui dans Son of Congo.